Le 14 février 2025 vers 2 heures du matin, une structure en acier essentielle en Ukraine a soudainement été frappée par un drone russe. Rien de nouveau pour un pays en guerre. Sauf que l'endroit était Tchernobyl. Et la structure en acier touchée était l'enceinte construite pour contenir 95% du matériau radioactif qui s'y trouve encore. Ce site a causé la pire catastrophe nucléaire mondiale en avril 1980. Lors de l'impact, les capteurs ont noté un séisme de magnitude 6 à 7. Mais Saï Bokov, l'ingénieur en chef, savait que ce n'était pas un tremblement de terre. Le 14 février, un drone russe, jurant d'eux, s'est écrasé dans le coin nord-ouest du nouveau confinement de sécurité. Le drone a créé un trou d'environ 15 mètres carrés assez grand pour un SUV, déchirant le revêtement intérieur et extérieur. Les pompiers sont intervenus rapidement, mais les dégâts dépassaient largement le point d'impact. L'imagerie thermique a montré que le feu avançait sur les toits et le revêtement. Les pompiers ont percé l'acier fumant pour éteindre les flammes. Mais l'hiver ukrainien brutal les a affrontés, à moins 16 degrés Celsius. L'eau gelée avant d'atteindre le feu. Un pompier est mort, touché par un éclat de métal qui a sectionné sa corde. Il a fallu 7 lances à incendie fonctionnant sans interruption pendant 17 jours, avant que l'incendie ne soit enfin déclaré éteint le 7 mars. Après avoir analysé le site, les experts ont exprimé de la crainte, constaté des dégâts, mais aussi entrevu une lueur d'espoir. Même un like sur cette vidéo est une lueur d'espoir pour nous, car nous ignorons quand les bots russes commenceront à la télécharger. Après l'attaque, la structure au nord de la mer a été dévastée. Environ 200 mètres carrés de revêtement détruits. À Tchernobyl, le bouclier indestructible a été percé. Simon Evans, après des décennies à protéger Tchernobyl, a déclaré « Horreur. Honnêtement, j'étais sidéré. » Le nouveau confinement sûr, ou nouveau confinement sûr, représentait plus qu'une structure d'acier. C'était la réponse de l'humanité à un problème insoluble. L'espoir que les décombres du réacteur 4 puissent un jour être démantelés et évacués en toute sécurité. Mais ce matin de février, cet espoir s'est envolé. L'explosion de Tchernobyl n'était pas une bombe nucléaire, mais une réaction incontrôlée qui a détruit des millions de vies. Même aujourd'hui, elle représente une menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la moitié de l'Europe centrale. Au centre de la catastrophe, l'avenir d'une grande ville et le réacteur numéro 4 de Tchernobyl, le démon destructeur. En 1950, après l'invention de l'énergie nucléaire et sa première utilisation dans la guerre, les pays ont commencé à explorer des applications pacifiques de cette énergie incroyable. À l'époque, l'Ukraine n'existait pas comme pays indépendant. C'était l'Union soviétique qui a choisi de produire de l'électricité nucléaire. En 1954, ils ont inauguré la première centrale nucléaire mondiale, celle d'Obninsk. Le site d'Obninsk était relativement petit, et bien que les soviétiques voulaient y construire une centrale nucléaire plus grande pour produire plus d'électricité, il était considéré comme trop risqué d'en construire une près de Moscou, en raison de la forte densité de population et des craintes liées aux radiations. Ils ont alors choisi le complexe énergétique de Tchernobyl, à 130 km au nord de Kiev et 20 km au sud de la frontière biélorusse. Ce projet était une prouesse scientifique. La centrale a été équipée de 4 réacteurs nucléaires RBMK-1000. Le RBMK-1000 est un réacteur soviétique à tube de pression, modéré au graphite, utilisant du dioxyde d'uranium faiblement enrichi. Environ 2% du 235 réacteurs à eau légère bouillante, utilisant la même eau pour le refroidissement. Le cœur se vaporise aussi pour entraîner directement les turbines, sans échangeur de chaleur séparés. L'eau pompée dans les canaux de combustible bout, en remontant dans les tubes de pression, générant de la vapeur pour 2 turbines de 500 MW. Chaque tube de pression verticale contient du combustible en dioxyde d'uranium, gainé de zirconium, avec de l'eau de refroidissement autour. L'extrémité de ces canaux traverse à la fois les plaques inférieures et supérieures du cœur du réacteur, et est soudée solidement en place. Une machine de rechargement permet aux opérateurs de remplacer les grappes de combustible sans arrêter le réacteur, ce qui est rare chez les réacteurs. Chaque circuit de refroidissement comprend 4 pompes principales, dont une en veille. La puissance est régulée par 211 barres de contrôle qui, abaissées dans le modérateur en graphite, absorbent les neutrons et diminuent la fission. Le RBMK 1000 génère 3200 MW thermiques, soit 1000 MW électriques. Fait crucial, la conception du RBMK peut présenter un coefficient de vide positif, ce qui signifie que lorsque davantage de bulles de vapeur se forment dans le liquide de refroidissement, la réactivité du réacteur augmente au lieu de diminuer. Les unités 1 et 2 ont été achevées dans les années 1970, suivies des unités 3 et 4 au début des années 80. 2 autres réacteurs étaient encore en construction à cette époque. Un lac artificiel a été construit près de la Pripyat pour fournir l'eau de refroidissement nécessaire à la centrale et assurer la sécurité des réacteurs. Même l'emplacement choisi était parfait.
La région environnante était boisée et peu peuplée. Sauf qu'il y avait un problème. À 3 km, la ville de Pripyat comptait 49 000 habitants. Tchernobyl, comptant 12 500 habitants, était située à 15 km au sud-est. Ainsi, dans un rayon de 30 km, soit 19 miles autour de cette centrale, la population totale était d'environ 115 000 à 135 000 personnes. Cependant, les soviétiques ont largement ignoré les préoccupations de sécurité, privilégiant la construction rapide et la production d'électricité, au détriment du bien-être des populations locales. Ignorant que ce manque de considération aurait plus tard des conséquences catastrophiques. Pendant des années, tout s'est bien passé, mais l'année 1986 en avait décidé autrement. Le 25 avril 1986, avant un arrêt, l'équipe du réacteur 4 a préparé un test. L'objectif était d'estimer combien de temps les turbines pourraient alimenter les pompes si l'alimentation principale échouait. Le même test avait échoué l'année précédente, donc une nouvelle conception de régulateur était essayée pour effectuer le test. Les opérateurs ont désactivé l'arrêt automatique tôt le 26 avril. Le réacteur était instable. Lorsque les opérateurs ont essayé de l'arrêter, les barres de contrôle ont provoqué une brusque montée de puissance. Le combustible chaud a touché l'eau de refroidissement, générant une pression de vapeur qui a brisé les canaux et bloqué les barres, avant une forte explosion de vapeur. Le danger principal ne venait pas de l'uranium, mais des produits de fission radioactifs créés dans le réacteur. Car la fission de l'uranium crée de nombreux éléments très dangereux. En 1986, ces éléments ont été projetés dans l'atmosphère sous forme d'un nuage mortel de poussière et de gaz. Peu après, une seconde explosion a dispersé du combustible et du graphite, provoquant des incendies et projetant des substances radioactives dans l'air. 2 ouvriers sont morts sur le coup. Les incendies ont libéré beaucoup de radiation. Pendant 10 jours, le nuage radioactif a dérivé. Des particules sont retombées, créant des zones toxiques partout sur la planète. La forêt rouge, où la radioactivité a tué les arbres presque instantanément, en faisait partie, laissant derrière elle 10 km² de forêt brûlée, une zone presque 23 fois plus grande que la cité du Vatican. Dans les jours qui ont suivi, des hélicoptères ont largué des milliers de tonnes de bore, de sable, d'argile et de plomb sur les réacteurs en feu, dans une tentative désespérée de les contenir. C'était la catastrophe de Tchernobyl, le pire accident nucléaire de l'histoire. Le rapport de 1991 du Comité d'État pour la supervision de la sécurité nucléaire a analysé au-delà des erreurs des opérateurs. Il a conclu que, bien que l'équipe ait mis le réacteur dans un état très instable, elle n'avait enfreint aucune politique de sécurité clé, car celle-ci n'existait pas. Les opérateurs ignoraient les dangers du fonctionnement à faible puissance et la réactivité instable, les caractéristiques du RBMK impliqué dans la catastrophe de Tchernobyl, rendaient ce réacteur instable dans certaines conditions. Ce fut la plus grande libération incontrôlée de radiation jamais enregistrée d'une installation civile. 2 isotopes se sont démarqués. L'iode 131, très dangereux, mais à vie courte, et le césium 137, persistant en raison de sa longue durée de vie. Beaucoup de poussières et débris sont retombés près de la centrale, mais des particules légères ont dérivé jusqu'en Ukraine, Biélorussie, Russie, Scandinavie et Europe. Mais ensuite, les Avengers sont arrivés, les super-héros qui sont intervenus, avant que les dégâts ne deviennent catastrophiques. Le seul problème, c'est que la plupart d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux, et ceux qui l'ont fait n'ont plus jamais été les mêmes. Les premiers intervenants étaient les pompiers de la ville voisine de Pripyat. Ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un incendie ordinaire. Ils ignoraient qu'ils entraient dans une catastrophe nucléaire et n'ont pas été avertis du danger des radiations. Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas eu d'équipement de protection. En luttant contre l'incendie, ils ont été exposés à des doses mortelles de radiation du cœur du réacteur détruit. En quelques minutes, les pompiers ont ressenti les symptômes d'une irradiation aiguë, goût métallique, vertige, vomissement et brûlure causée par une radiation invisible. Parmi eux se trouvait un héros, Vassili Ignatenko, l'un des premiers à arriver sur les lieux. Il est monté sur le toit du réacteur pour éteindre l'incendie et a reçu une dose mortelle de radiation. Les pompiers ont éteint tous les incendies autour de la centrale en quelques heures, mais le feu dans le réacteur a brûlé 2 semaines de plus. Vassili a beaucoup souffert avant de mourir 2 semaines après. En juillet 1986, 28 ouvriers et pompiers étaient morts, dont 6 pompiers. Ils ont été exposés à 20 000 milligray unités de rayonnement absorbées. Ces doses étaient si fortes que la survie était impossible. Plus de 200 personnes ont souffert d'une maladie aiguë des radiations, causant des effets durables comme un taux élevé de cancer, surtout de la thyroïde. Mais même après ces sacrifices courageux, le danger persistait toujours.
La tâche suivante était de nettoyer, stabiliser le site et redémarrer les réacteurs restants. L'Union soviétique a mobilisé 200 000 liquidateurs en 1986 et 1987. Ces personnes ont reçu en moyenne 100 millisieverts, unité mesurant le rayonnement absorbé par le corps, certaines ayant été exposées jusqu'à 500 millisieverts. Au fil des ans, le nombre de liquidateurs a atteint 600 000. L'exposition des civils variait, dans les zones strictement contrôlées pour la radioactivité, où vivaient 216 000 personnes. La dose moyenne de 1986 à 2005 était de 31 millisieverts. Dans les zones contaminées plus larges, où vivaient 64 millions de personnes, elle était de 9 millisieverts, soit une légère augmentation par rapport au rayonnement de fond normal. L'iode 131 a d'abord causé les principaux dégâts, en se concentrant dans la thyroïde, surtout chez les enfants, pouvant provoquer un cancer en quelques semaines. Le césium 137 est ensuite devenu le principal danger. En raison de sa longue demi-vie d'environ 30 ans, cela signifie qu'il est resté radioactif dans l'environnement pendant des décennies. Il se propage facilement dans l'air, le sol et l'eau, contaminant la nourriture et pénétrant dans le corps humain par les cultures, le lait et la viande. Une fois à l'intérieur, il se comporte comme le potassium, s'accumulant dans les muscles et les tissus mous, exposant continuellement le corps à la radiation au fil du temps. Près de 5 millions de personnes vivent dans des zones contaminées en Biélorussie, Russie et Ukraine. 400 000 personnes vivaient dans des zones si dangereuses que des contrôles stricts ont été imposés. Environ 30 000 km² de terre ont été contaminés. Pripyat a été évacué le 27 avril 1986. 45 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile du jour au lendemain. Aux 14 mais 116 000 personnes vivant dans un rayon de 30 km, 19 miles, avaient été évacuées. 220 000 personnes ont ensuite été relogées définitivement. Certaines sont revenues illégalement, refusant de quitter leur maison. La zone d'exclusion, initialement fixée à 30 km, s'est finalement étendue à 4 300 km². Des villes entières ont disparu, la radioactivité laissant l'une des zones les plus contaminées au monde. Ça fait beaucoup de dégâts, non? Pourtant, ce n'était qu'une bande-annonce. Le vrai démon restait caché dans le site contaminé. Le fait terrifiant, c'est que le nuage radioactif initial ne transportait qu'environ 5% du matériau radioactif du réacteur. Cela signifie que 95% du combustible nucléaire et des produits de fission restent dans le réacteur 4 attendant d'en sortir. Si 5% ont paralysé le monde, imaginez ce que les 9,5% restants pourraient faire. Le monde avait besoin d'un super-héros pour protéger la Terre de cette radiation. Ce super-héros est arrivé et le monde l'a appelé sarcophage. Après l'extinction des incendies causés par l'explosion, la priorité fut de contenir le cœur radioactif mortel du réacteur 4. La solution fut l'objet abri, mieux connu sous le nom de sarcophage. La construction a débuté en juin 1996, 2 mois après la catastrophe. Le côté nord du réacteur n'était qu'un amas de ruines. Le déblayer étant impossible, les ingénieurs ont choisi de l'ensevelir dans un immense mur en gradin. Des plaques d'acier formèrent le moule, des véhicules contaminés et des parties de grue y étaient jetés comme remplissage, puis de grandes quantités de béton étaient coulées. Au sommet, 3 grands niveaux couvrirent le nord, tandis qu'au sud, une énorme poutre d'acier, appelée le mammouth, était installée au-dessus. Des dalles en forme de crosse de hockey en L ont été posées pour fermer la structure. Le toit a été créé avec un assemblage de tuyaux en acier reposant sur des supports de fortune. Pour le monde, c'était un sauveur. Mais les initiés savaient que c'était une bombe à retardement, car la structure risquait de causer plus de dégâts qu'elle n'en contenait. En novembre 1986, après seulement 206 jours de construction frénétique et dangereuse, le sarcophage fut terminé. C'était un exploit héroïque, réalisé dans des conditions impossibles, mais il était loin d'être parfait. Des raccourcis avaient entraîné des défauts. Fissures, fuites et faiblesses structurelles montraient que l'abri n'était qu'une solution temporaire. Sous celui-ci, 200 tonnes de combustible radioactif restaient, posant toujours un danger pour l'environnement. Dans les années 1990, la communauté internationale a lancé le plan de mise en œuvre de l'abri pour stabiliser le site et retirer le combustible mortel. En 1996, soit seulement 10 ans plus tard, les ingénieurs ont averti d'une grave instabilité. Sans renforcement, le sarcophage risque de s'effondrer et de libérer un nouveau nuage de poussière radioactive encore plus important. Pour les autorités, c'était un cauchemar. Avant de démanteler l'épave du réacteur, ils devaient d'abord sécuriser le démantèlement du sarcophage. Ils ont donc cherché une nouvelle solution. En 2001, après des années de collecte de fonds, la conception du nouveau confinement sûr a commencé. Le Fonds pour l'abri de Tchernobyl, créé en 1997,
et le Compte pour la sûreté nucléaire, établi en 1993, ont collecté des milliards sous la gestion de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. En 2011, les donateurs avaient s'est promis 864 millions d'euros, mais le coût final du projet de nouveau confinement sûr a dépassé 21 milliards d'euros, financé par 43 gouvernements, le G7 et la Commission européenne. La construction a commencé en 2012. Après des années de préparation, en 2017, la structure colossale était achevée. Ses objectifs étaient doubles. D'abord, empêcher la fuite de poussière radioactive en cas d'effondrement du sarcophage. Ensuite, garantir un environnement sûr et hermétique. Là où des grues et des systèmes télécommandés pourraient enfin démanteler le réacteur 4 et retirer son combustible. Le plan prévoyait un hangar colossal de 160 mètres de long, 260 mètres de large et 108 mètres de haut. C'est si grand qu'il pourrait engloutir le Colisée. Sa grande taille servait à couvrir le réacteur et à offrir l'espace nécessaire pour inspecter et déconstruire en sécurité l'une des épaves les plus complexes de l'histoire. Construire une telle structure a posé des problèmes, la radioactivité empêchant toute construction directe au-dessus du réacteur. La structure a été assemblée à 150 mètres, sur des rails, puis déplacée en position. Même ainsi, elle était trop grande pour être construite en une seule pièce. La solution, la construire en deux moitiés. La première, ça a été déplacée pour installer la seconde, puis elles ont été assemblées pour souder. Pesant 33 000 tonnes, elle a été assemblée près du réacteur, puis poussée lentement sur des rails fins. 2016. Le nouveau confinement sûr dispose de grues et de systèmes télécommandés pour démanteler en sécurité l'abri de 1986 ubicans. L'objectif était de permettre aux ingénieurs d'extraire et traiter les matériaux contenant du combustible encore piégé dans le réacteur 4. Cela marque le début du démantèlement de l'héritage le plus dangereux de Tchernobyl. L'arche centrale a été construite au niveau du sol, puis hissée en place grâce à d'énormes vérins à câbles, des machines qui utilisèrent des câbles en acier et des pinces pour soulever la structure par étapes. Après avoir élevé la partie centrale, les sections latérales ont été assemblées et verrouillées. Un système complexe était dans le toit. De larges tuyaux en acier d'1 mètre, soutenus par des poutres précontraintes, s'étendaient horizontalement. Un vide de 10 mètres appelé espace annulaire contenait des systèmes pour réguler l'humidité et maintenir une forte pression d'air. La pressurisation signifiait que si une perforation apparaissait dans le toit, l'air s'échapperait vers l'extérieur, retenant ainsi la poussière radioactive à l'intérieur. Le toit avait des défenses sophistiquées à plusieurs niveaux. L'intérieur était tapissé de panneaux en acier inoxydable reflétant les rayons gamma vers le réacteur. La coque extérieure était lissée pour évacuer l'eau. En dessous se trouvait une isolation et une membrane en caoutchouc synthétique pour protéger contre les intempéries. C'était une forteresse d'ingénierie. Au plus fort de la construction, 1200 ouvriers étaient sur le site, un monument à la coopération internationale et un rappel de tout ce qu'il reste encore à accomplir. Personne n'aurait imaginé qu'il devrait survivre à cela. Avant l'invasion massive de la Russie, les touristes pouvaient visiter les ruines de Tchernobyl. Les visiteurs annuels de la zone d'exclusion de Tchernobyl sont passés de moins de 1000 en 2004 à 120 150 000 entre 2016 et 2019. L'année record a été 2019, lorsque près de 200 000 visiteurs sont venus constater les conséquences de la pire catastrophe nucléaire du monde. Bien que les registres officiels indiquent 124 423 en 2019 et 36 450 en 2020. Cependant, les visiteurs n'étaient autorisés à entrer qu'accompagnés d'un guide touristique agréé, qui veillait à ce que toutes les précautions et mesures de sécurité soient strictement respectées et qu'il soit strictement interdit de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de la zone. Le 24 février 2022, premier jour de l'invasion russe, les forces russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl. En quelques heures, les moniteurs ont détecté des niveaux de gamma élevés. Un rappel glaçant que Tchernobyl, autrefois un monument hanté du passé, était redevenu un point chaud de danger. Le régulateur nucléaire ukrainien a expliqué cette hausse. Les véhicules militaires avaient bouleversé le sol radioactif de la zone d'exclusion, mais les réacteurs et installations étaient restés intacts. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que les niveaux de radiation restaient faibles et proches du fond. Puis, le 9 mars, la centrale a perdu sa connexion au réseau électrique. Les générateurs diesel de secours se sont mis en marche avec seulement 48 heures de carburant disponible. L'Agence internationale de l'énergie atomique a évalué la situation. Le combustible usé sur place ne produisait plus assez de chaleur pour causer une crise sans refroidissement actif. Le manque d'électricité a engendré un autre danger. 210 employés épuisés étaient restés coincés en service pendant 2 semaines, incapables d'être relevés. Pendant ce temps, les véhicules militaires russes soulevaient des nuages de poussière radioactive en circulant hors route dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Encore plus choquant,
Des soldats ont creusé des tranchées dans la forêt rouge, l'un des endroits les plus contaminés de la planète. Cette zone était si radioactive que les équipes de nettoyage n'avaient pas le droit d'y entrer après la catastrophe de 1986. D'après les autorités ukrainiennes, certains soldats ont ensuite été traités dans un hôpital spécialisé en radiation en Biélorussie. Un décès lié au syndrome d'irradiation aiguë est signalé. Les experts nucléaires ont rassuré la population. La professeure Géraldine Thomas, directrice de la banque de tissus de Tchernobyl, a souligné que le combustible usé présentait peu de risques. Même en cas de rejet improbable, elle a précisé que seule la zone immédiate serait touchée. Aucun nuage radioactif ne traverserait l'Europe. Le 13 mars, Ukonergo a réparé la ligne principale de la centrale. Mais quelques heures après, la catastrophe a de nouveau frappé. Le lendemain matin, la ligne aurait été endommagée par les forces russes mais occupantes, selon l'Ukraine. Puis le 14 mars à 13h10, le courant a de nouveau été rétabli. Tchernobyl a été reconnecté au réseau ukrainien en fin d'après-midi, tandis que la campagne russe à Kiev échouait. Les forces russes ont quitté Tchernobyl entre le 20 mars et le 1er avril, laissant la dévastation derrière elles. Ils ont détruit les installations, volé du matériel précieux et des matériaux radioactifs, retrouvés ensuite à Omiel et Minsk. En Biélorussie, 9 employés de la centrale ont été tués et 5 enlevés. Des bâtiments ont été incendiés, criblés de balles, couverts de graffitis et piégés avec des mines et des pièges. Près de 700 ordinateurs, 350 véhicules et 1500 dosimètres ont été perdus, pour un total de 135 millions de dégâts. Heureusement, l'intégrité du sarcophage autour du réacteur numéro 4 est restée intacte, malgré une grosse frayeur causée par une coupure de courant à la mi-mars. Mais le vol de logiciels de surveillance a fortement limité le suivi de la sécurité radiologique sur le site. Mais après le retrait des troupes russes de la région, la nouvelle a apporté une vague de soulagement à travers l'Europe. Pourtant, une chose était devenue incontestablement claire. La Russie avait les yeux rivés sur cette centrale, et Poutine pouvait l'utiliser comme une arme dans la guerre. Personne ne pensait que Moscou attaquerait Tchernobyl, car cela menacerait aussi la Biélorussie et la Russie, pas seulement l'Ukraine. Mais le 14 février 2025, ce scénario impensable est devenu réalité. Une frappe de drone a transpercé les panneaux supérieurs et inférieurs du toit, détruisant le système de pression interne du nouveau confinement sûr. Désormais, si de la poussière radioactive est dispersée à l'intérieur, elle s'échappera par ce trou. L'organisme de surveillance nucléaire de l'Organisation des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a rapporté que les niveaux de radiation à l'intérieur et à l'extérieur du site sont restés stables. Mais Oleksandr Tatarchuk, l'ingénieur en chef de Tchernobyl, a tiré la sonnette d'alarme, avertissant qu'il existe désormais un risque de fuite de substances radioactives. La Russie a nié, affirmant que son armée ne vise pas l'infrastructure nucléaire ukrainienne et qualifiant les rapports d'attaque de faux. Mais les débris retrouvés sur le site laissaient peu de place au doute. Les procureurs ont confirmé que l'arme était un Shahed 136 drone à L-Delta, conçu en Iran et maintenant fabriqué en Russie. Coûtant seulement entre 50 000 et 100 000, il a causé des dégâts estimés à plus de 16 milliards. Un impact dévastateur pour une arme aussi bon marché. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé l'intervention rapide des pompiers après l'explosion, sans blessés signalés. Mais Raphaël Grossi, directeur général, a été clair. Pour Tchernobyl, aucune complaisance n'est possible. Le ministère ukrainien de la protection de l'environnement affirme que les niveaux de radiation restent dans les limites normales, sous surveillance constante. L'avenir du site nucléaire le plus tristement célèbre du monde reste incertain. Le nouveau confinement de sécurité est désormais bien plus vulnérable aux éléments. Les dégâts du bardage exposent qu'au davantage la structure à la corrosion due à la pluie et à la neige. Dans la lutte contre l'incendie, les pompiers ont foré plus de 200 trous dans sa surface. Ne pas le réparer n'est pas une option, déclare Eric Schmiemann, un ingénieur américain qui a passé 15 ans à travailler sur la conception de l'abri de Tchernobyl. Il avertit qu'une réparation complète coûtera au moins plusieurs dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Cela peut durer des mois ou des années. Le ministère ukrainien de la protection de l'environnement estime aussi que les fonds actuels du compte de coopération internationale de Tchernobyl, dont 25 millions d'euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, seront insuffisants pour éliminer les conséquences de l'agression russe. La structure a été conçue pour durer 100 ans, laissant aux ingénieurs le temps de démanteler le sarcophage et de traiter les déchets nucléaires en sécurité. Ce qui est enseveli sous cette garantie de 100 ans est désormais remis en question. Contrairement à d'autres monuments en acier, le confinement n'a jamais été prévu pour être repeint ou rénové. C'était une solution unique.
Mais aujourd'hui, avec la guerre à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine qui ne montre aucun signe de fin, la menace de radiation nucléaire est 10 fois plus grande que jamais auparavant. Cela devient une menace non seulement pour ceux qui sont en guerre, mais aussi pour toute la région, voire pour des pays qui ne sont pas directement impliqués. La Russie a déjà montré son mépris des conséquences, et qu'elle n'hésite pas, peu importe le risque. 7 mois après cet incident, le 1er octobre 2025, la Russie a de nouveau frappé Tchernobyl. L'attaque est survenue seulement 8 jours après que la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, a également perdu l'électricité. Une situation que l'Ukraine a qualifiée de critique, tandis que la Russie a insisté sur le fait qu'elle était sous contrôle. Ces incidents répétés ont ravivé les craintes internationales concernant la sécurité de l'infrastructure nucléaire de l'Ukraine. Peu après la dernière attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur Facebook. Aujourd'hui, une frappe russe sur l'une de nos sous-stations électriques à Slavutych a provoqué une panne d'électricité de plus de 3 heures dans les installations de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl. Il a également déclaré que les Russes ne pouvaient pas ignorer qu'une frappe sur les installations de Slavutych aurait des conséquences pour Tchernobyl. Il s'agissait d'une attaque délibérée, menée à l'aide de plus de 20 drones, selon les premières estimations. Avant la guerre, les 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijia fournissaient près d'un 5e de l'électricité ukrainienne, mais depuis le contrôle de Moscou, ils sont à l'arrêt. Même hors ligne, le site a toujours besoin d'une alimentation constante pour maintenir les systèmes de refroidissement et autres mécanismes de sécurité en fonctionnement. Sans eux, les réacteurs risqueraient de surchauffer et de libérer des radiations catastrophiques dans l'atmosphère. Le président Zelensky lui-même a révélé qu'un des générateurs diesel de secours de la centrale était tombé en panne, ce qui a encore accru les craintes d'une éventuelle urgence nucléaire. Cette peur persistera tant que la guerre Russie-Ukraine continuera. Les autorités internationales et l'Ukraine ne peuvent donc qu'avertir et observer, mais la décision revient à Poutine. Bien que le monde ait vu un rayon d'espoir lorsque le ministère de la Protection de l'Environnement de l'Ukraine a déclaré que le niveau de radiation est actuellement dans les normes et fait l'objet d'un contrôle permanent. Les experts ont aussi noté que si l'attaque n'a pas causé de danger radiologique immédiat, les conséquences à long terme pourraient être graves, comme la corrosion et la dispersion de poussières radioactives. Tchernobyl devait être sûr grâce à une coopération internationale inédite. Des milliards d'euros et des années d'efforts. Une nouvelle cicatrice terrestre va marquer la vision mondiale du nucléaire. Seul le temps dira si le monde saura à nouveau la contenir. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs. Et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Donc nous pensons qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme Basics Insider. Nous l'avons créée de zéro, donc sans restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, soutenez-nous. Et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Alors vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.